On continue le Forum des territoires positifs ici à La Rochelle avec une prochaine discussion, une prochaine table ronde qui est intitulée « Enjeux planétaires, action locale ». Et je vais proposer à mes invités de me rejoindre sur la scène ainsi que le Conseil des jeunes. Vous l'avez peut-être vu ce matin, le Conseil des jeunes qui me rejoint, qui est là pour challenger aussi nos intervenants. Ils vont arriver dans un instant. Merci à eux d'être parmi nous. Je vous en prie, rentrez, installez-vous. Voilà, et puis j'appelle voilà, Claire Nouvian qui me rejoint également. Thierry Rével et Jean-Pierre Elfer, je vous invite à prendre place ici et là. Merci beaucoup d'être présents avec nous pour cette discussion. Alors, table ronde intitulée « Enjeux planétaires, action locale ». Comme vous vous en doutez, c'est beaucoup de sujets qui sont très vastes. On va tout de suite rentrer dans le cœur du sujet et je vais me tourner vers Claire Nouvian, d'abord, qui est présidente de l'association Bloom. À mes côtés également Jean-Pierre Elfer, directeur de la recherche de la Business School Excelia, que vous connaissez bien ici à La Rochelle, et Thierry Rével, qui est directeur des relations parlementaires et des territoires d'Engie. Et puis, à mes côtés, pour poser des questions, Charlotte Brie et Gabriel Martin, qui sont tous les deux en deuxième année de bachelor, justement, à Excelia, et Laura Bellois, qui est présidente de l'association Visage de Jeunes et adjointe au maire de la ville d'Osny, c'est dans le Val d'Oise. Merci à vous d'être présents. Claire Nouvian, vous représentez une association qui s'appelle Bloom. Alors déjà, la première question, c'est quelles sont les missions de l'association Bloom ? Bonjour à toutes et à tous. Les missions de Bloom, c'est de protéger l'océan, c'est d'éviter la catastrophe climatique, l'effondrement de la biodiversité et aussi la destruction des emplois les plus vertueux dans le secteur de la pêche, puisqu'on fait tout faux avec le secteur de la pêche. On détruit les emplois, on détruit la finance publique, on détruit les écosystèmes qui stockent du carbone et la biodiversité. C'est un immense massacre, terrible massacre dont on n'a pas conscience, très peu conscience. Il faudrait presque même pas avoir tellement conscience de ça parce que ça écrase quand de temps en temps on se prend la réalité des milliers d'animaux marins qui par seconde disparaissent tout simplement pour qu'on ait du poisson pas cher dans nos assiettes. Merci pour cette introduction voilà, qui pose déjà le sujet. Thierry Rével, je me tourne vers vous. Vous travaillez pour un grand groupe qui s'appelle Engie. Comment on travaille justement sur ces questions de transition écologique pour une énergie bien sûr plus verte et plus durable ? D'abord, merci de nous inviter à ce forum. Je suis très heureux d'être ici. D'abord, peut-être partager que les enjeux mondiaux sont connus de tous. On ne va pas répéter ce qu'on a déjà beaucoup dit ce matin sur des problématiques liées au changement climatique, à la sécheresse, au stress hydrique. Ces enjeux, ils sont maintenant compris par tous. Ce qui est agréable et puissant également, c'est d'avoir une vision commune pour faire face à cet enjeu. Et ce qui est important, je pense, c'est que pour agir, il faut descendre à une échelle territoriale et locale parce qu'il faut être parfaitement concret. Il faut travailler avec les hommes et les femmes, il faut travailler avec les territoires car les solutions sont territoriales et c'est une addition de l'ensemble de solutions qui permet in fine d'atteindre cette contribution globale. J'ai peut-être partagé également quelque chose qui m'a frappé. Quand on travaille chez Engie, on se lève tous les jours pour essayer de faire en sorte de lutter contre le changement climatique. Et lorsqu'on discute avec les parties prenantes, je reste toujours un peu frappé quand on échange. On dit, oui, effectivement, j'entends ce que vous dites. Bon, il s'agit de la contribution que vous souhaitez que nous ayons pour cet enjeu climatique. Et donc,
ce côté mondial, moi, mon territoire, contribution à un enjeu mondial, c'est pas simple. Lorsque l'on parle de biodiversité, de qualité de l'air, on a tout de suite une adhésion bien plus importante des territoires. Le territoire réalise que s'il veut traiter sa propre biodiversité, c'est très local. S'il veut protéger sa biodiversité, c'est très local. S'il veut améliorer sa qualité de l'air, c'est très local. Voilà, rapidement brossé. Merci beaucoup. Jean-Pierre Helfer, vous dirigez la recherche à Excelia. Alors, comment on fait dans un établissement, dans une école de commerce, pour répondre à ces impératifs écologiques à travers les enseignements, la recherche? Eh bien, les deux. Une école de commerce comme Excelia, c'est une école dans laquelle il y a des chercheurs et puis aussi des étudiants. Quelques-uns sont ici aujourd'hui. Donc, on fait de la recherche, on fait de l'enseignement. Et nous sommes une école de commerce. Donc ça signifie qu'on fait de la recherche et de l'enseignement dans le marketing, la stratégie, les systèmes d'information, les ressources humaines et plus particulièrement dans le domaine de la responsabilité sociale et sociétale des entreprises, dans le domaine du développement durable. Nous avons des diplômes qui sont spécifiquement orientés vers ce domaine-là. Donc ça signifie que notre école, elle se différencie d'un certain nombre d'autres parce que c'est un point particulier de ce que nous voulons transmettre et de ce que nous voulons chercher, découvrir. Et puis, notre slogan, à un moment, c'est l'école avec des racines et des ailes. Donc, des racines, c'est le territoire, c'est celui-ci, et les ailes, c'est le plus lointain international, parce que nous avons beaucoup d'étudiants internationaux. Et donc, c'était montrer qu'il y a un véritable enracinement dans ce territoire de notre école, mais qu'en même temps, nous avons des ailes que nous déployons pour aller vers l'international, ce que nous faisons avec nos étudiants. Mais véritablement, le fait de se dire que le territoire est pour nous un ancrage d'existence et que, naturellement, l'international compte beaucoup, et que notre spécificité, que l'on peut peut-être montrer avec deux caractéristiques que nos étudiants connaissent bien, parce qu'ils doivent obligatoirement rentrer à l'intérieur de ces cycles, nous avons une obligation pour les étudiants de rentrer dans un processus de ce que l'on appelle humacité. Et humacité, c'est le fait pour les étudiants de s'insérer en France ou ailleurs, dans l'Hexagone ou ailleurs, dans des projets qui sont dans un environnement humain. Et nous avons créé, depuis maintenant 18 mois, dans le même ordre d'idées, un autre projet qui est Climacité. Et nous demandons à présent aux étudiants de s'intégrer également, plus particulièrement sur le territoire, et nous avons des expériences dans ce domaine-là, mais de s'intégrer également dans un domaine. Donc si vous aviez deux mots à retenir, ce serait humacité et climacité. Merci beaucoup. Claire Nouvian, vous l'avez dit en introduction, il y a un certain nombre de dysfonctionnements et justement en ce moment vous alertez les pouvoirs publics sur de nombreuses problématiques liées à la pêche. Est-ce que vous pouvez nous détailler ce qui se passe, qu'on comprenne un petit peu mieux? Oui, alors ce serait long si je fais une liste exhaustive. On se bat vraiment contre les causes systémique du problème. Et on voit un énorme problème avec l'encouragement financier qu'on donne sous forme de subventions publiques. En fait, depuis des décennies, on a donné énormément d'argent aux flottes de pêche pour qu'elles construisent des unités de pêche et des grandes unités de pêche. Donc on a des bateaux qui sont aujourd'hui trop grands, trop nombreux, trop efficaces. Au bout d'un moment, quand même, l'Union européenne s'est dit que c'était peut-être pas une très bonne idée, donc on a fini par retirer l'argent public à la construction des navires, mais en fait, on continue à financer une partie de la modernisation. Et des bateaux modernisés, ça veut dire qu'ils ont simplement fait une chose toute simple, c'est qu'il faut bien se représenter que les flottes de pêche mondiales ont importé toutes les technologies militaires qui permettent en fait, aujourd'hui, de cibler le poisson, de le trouver, etc. Donc, il y a un chercheur qu'on aime beaucoup qui s'appelle Daniel Pauly, qui est un grand chercheur international, qui disait on a déclaré la guerre aux poissons. Parce qu'on a vraiment utilisé des technologies de guerre pour trouver le poisson. Donc, que ce soit toutes les augmentations de capacité de navigation par assistance technologique, satellite, radar, sonar, on peut détecter de la biomasse. Par exemple, les flottes de pêche thonières. Vous savez, les thons qu'on va pêcher par exemple dans l'océan Indien, pendant très longtemps, il y avait tellement de thons
qu'il suffisait de partir avec un bateau de pêche et puis en effet de se rapprocher souvent d'objets qui étaient flottants parce que les thons ont ce comportement, ils s'agrègent autour d'objets flottants. Donc il suffisait qu'il y ait un radeau naturel fait de restes végétaux par exemple et on trouvait toujours des thons. Donc les pêcheurs ont trouvé que c'était une manne incroyable, donc ils ont attrapé le thon comme ça. Et puis, il y a eu de plus en plus de pêcheurs, de plus en plus grands, de plus en plus des immenses bateaux qui sont devenus congélateurs et qui pouvaient embarquer énormément de tonnes de thon. Évidemment, la pression de pêche a été telle sur les grands prédateurs qu'on s'est rendu compte qu'en 60 ans, 90% des grands prédateurs marins ont disparu, que ce soit les espadons, les thons, les requins. Donc il reste aujourd'hui, là où il y avait 10 poissons, on va dire avant, il en reste 1 aujourd'hui. Et donc, la pression augmentant, mais les pêcheurs maintenant utilisent des radeaux qu'on appelle des dispositifs de concentration de poissons. Ils font des radeaux artificiels parce que les poissons vont s'agréger autour de ces radeaux, de ces DCP, dispositifs de concentration de poissons. Alors, les bateaux ont commencé à mettre des DCP dans l'océan, puis ils en mettaient 1 ou 2, puis ça marchait bien. Ils attrapaient des poissons comme ça en dessous. Puis en fait, ça marche tellement bien qu'ils en ont mis plutôt 100. Chaque bateau en mettait 100. Et maintenant, ils en mettent plutôt 200, puis finalement 600, puis finalement 1000 par bateau. Et donc, on se retrouve avec des centaines de bateaux industriels dans l'océan Indien qui chacun ont tellement de DCP qu'ils vont mettre à l'eau ces radeaux flottants qu'ils ont besoin de navires de soutien pour prendre leur dispositif de concentration de poissons. Mais attention, maintenant, avant, ils mettaient les radeaux comme ça flottants. Maintenant, évidemment, les radeaux sont équipés de GPS. Comme ça permet aux bateaux, en fait, aux navires, de regarder où se trouvent tous ces DCP. Et avant, ils allaient d'un DCP à un autre. Et puis, s'il y avait de la chance, alors il y avait du poisson sous le DCP. Aujourd'hui, ils ont mis non seulement un sonar, donc à l'extérieur, il y a un GPS, mais à l'intérieur, il y a aussi un sonar qui permet de détecter de la biomasse. Donc maintenant, le navire, c'est le capitaine, il joue à de la vidéo game en fait, parce qu'il est là et puis il regarde où sont ces objets flottants. On lui envoie un signal pour lui dire « je suis là, j'ai de la biomasse sous moi ». Et maintenant, ils ont même poussé on va dire la subtilité technologique pour même repérer avec un ultrason qui passe dans la vessie natatoire des poissons et en fonction de la résistance qu'il y a ou non dans le poisson, on arrive à identifier l'espèce. Vous voyez un peu, en fait, c'est plus de la pêche. C'est une opération systématique de siphonnage de tout ce qui est vivant dans l'océan. Donc on est dans une problématique vraiment qui est philosophique en fait, qui est de se dire, puisqu'on est face à un effondrement catastrophique de la biodiversité simultané à l'effondrement du climat et à une grande forme de désespoir, parce qu'on a vraiment déstructuré les flottes de pêche artisanales dans beaucoup de pays qui sont aujourd'hui les plus nécessiteux, au moment même où le changement climatique pousse vers les pôles les ressources naturelles, donc les poissons se déplacent année après année, mais de plusieurs kilomètres vers les pôles. Donc on est en train de créer des bombes sociales, biologiques, qui sont ahurissantes et qui posent cette question absolue de savoir quel est le niveau de maîtrise de la technologie qu'on devrait avoir dans nos sociétés. Puisqu'on est capable de tout détruire, alors il nous faut éthiquement la responsabilité et la développer collectivement, la responsabilité de dire alors on se prive de ces capacités technologiques. Si on est capable d'en arriver là, si on est capable de siphonner l'océan, de tuer tout le vivant sur Terre, de tuer, comme disait le philosophe Günther Anders, après le philosophe de la bombe atomique, et qui a parlé du globocide en premier, dans la lignée de Hannah Arendt et de cette école de Francfort, mais il se disait, si on est capable de tout détruire, alors il faut absolument qu'on soit en responsabilité de notre outil technique. C'est Olivier Rey, je ne sais pas si vous lisez Olivier Rey, mais il dit à peu près la même chose aujourd'hui, de dire, mais voilà, on est rentré dans l'ère du globocide, on est rentré dans le principe de responsabilité, c'est à nous de tourner le dos à cette capacité qu'on a de tout détruire, y compris nous-mêmes, y compris la planète. Donc c'est ce que les pêches n'ont pas encore compris. Et donc, enfin, je sais pas, je peux enchaîner parce que moi Non, mais on va. Merci beaucoup. Je vous donnerai un exemple concret, un autre exemple concret cette explication après. parce que qui est vraiment très très limpide et on comprend mieux ces sujets qui sont pas forcément compréhensibles partout. Donc merci beaucoup de ces explications. Oui, et c'est donc sans argent public, ça n'aurait pas lieu. C'est-à-dire que les flottes industrielles resteraient à quai si on ne les encourageait pas par nos impôts. C'est là qu'il y a un petit problème quand même. Très bien.
Thierry Revel, des exemples, vous, à partager concrètement, peut-être aussi, voilà, on le disait en titre, ces actions locales, des actions locales qui fonctionnent cette fois, parce que voilà, Claire Nouvion nous a montré du doigt un certain nombre de dysfonctionnements. Il y a aussi un certain nombre d'initiatives qui sont positives. On en parle aujourd'hui aussi. Est-ce que vous pouvez nous les partager ? Oui, oui, absolument, je peux les partager. Et finalement, le fil rouge qu'il y a entre les différents discours, c'est l'éthique avec laquelle on va accomplir, on va agir. Un exemple très précis, à Vienne, pas en Autriche, hein, dans l'agglomération Vienne-Condrieu, pour ceux qui aiment le vin, une usine de fabrication de yaourts, Yoplait, et une usine qui crache quand même beaucoup d'énergie pour les petits oiseaux. Dans cette agglomération, une urbanisation rampante, la création de logements sociaux. Et finalement, la question posée, c'est comment faire en sorte d'avoir une symbiose industrielle entre Yoplait, récupérer la chaleur de Yoplait et réussir à alimenter à un tarif social les logements qui sont juste à côté de l'usine. L'idée sur le papier, elle est simple, elle est extrêmement séduisante, on a tous envie d'y aller, et c'est ce qu'on a fait, c'est ce qui s'est réalisé. Mais pour vous faire toucher du doigt la complexité de l'opération, les premières questions posées, c'est oui, mais alors si Yoplait ferme, comment on fait? Alors est-ce qu'il faut construire ou pas une infrastructure en rechange immédiatement? Bref, l'échelle de temps entre un monde industriel et un monde d'une collectivité, ça a été des enjeux qui ont été adressés, évidemment des subtilités technologiques, mais aujourd'hui, 800 habitants ont une énergie pas chère dans leur ont un chauffage relativement peu cher grâce à une usine de fabrication de yaourts Yoplait à Vienne. Un autre exemple, et là encore, on va reposer le mot d'éthique. Vous savez que en ce moment, nous vivons des instants historiques dans le monde de l'énergie. Tout le monde s'en rend compte, et pas uniquement parce qu'il y a cette guerre en Ukraine. On est tous vigilants sur l'état du parc nucléaire, sur la synchronisation, la flambée des prix de l'électricité et du gaz. Et se pose la question, et le gouvernement se pose la question de l'accélération de la mise en œuvre d'infrastructures énergétiques. Bien sûr, en complément d'une sobriété qui est à pratiquer, parce que c'est quand même l'énergie que l'on ne consomme pas, c'est quand même effectivement la moins chère. Et donc se pose la question de comment on va être capable de mettre en place ces infrastructures énergétiques de manière éthique. Alors on a souhaité chez Engie, nous avons créé un label certifié qui s'oriente sur 3 thématiques: les territoires, la nature et la biodiversité et le climat. C'est tout sauf tarte à la crème. Les territoires, ça veut dire que très concrètement, on se refuse de mettre en place des installations, qu'elles soient solaires ou d'éoliennes, de géothermie, qui ne soient pas co-construites avec les territoires. Donc ça, c'est un prérequis avec l'ensemble des parties prenantes, pas uniquement les élus, l'ensemble des parties prenantes. 2, faire un bilan précis en termes de nature et de biodiversité sur les impacts. Éviter, réduire, compenser, tout ceci est tracé. 3, travailler avec nos acheteurs sur le bilan carbone pour la réalisation même de ces installations et leur maintenance. Et nous pensons que ce label peut faire un élément de différenciation dans la forêt des installateurs d'énergie renouvelable qu'il peut y avoir et qui n'ont peut-être pas tous la même éthique au sens que je viens de développer. Voilà 2 exemples concrets, un premier de symbiose industrielle et puis un deuxième qui est lui une méthodologie, un label dont nous sommes très fiers et qui fait l'adhésion des plus jeunes parce que, pour tout vous dire, dans les grands groupes, l'important c'est de garder les talents, y compris des talents comme vous. Et je crois que si nous ne lancions pas vers de tels labels, de telles méthodologies, les jeunes préfèrent partir ailleurs, en fait. Donc, garder les talents, enfin, changer nos pratiques est un absolu si on veut continuer à perdurer.
Merci Jean-Pierre Elfer. Quand vous entendez ces questions d'éthique qui reviennent, de responsabilité, créer des formations qui permettent aux jeunes d'embrasser cette responsabilité et de devenir les talents de demain responsables dans les entreprises, c'est ça que vous mettez en place concrètement, comment ? Oui, et non seulement la formation de talents, puisque nous sommes là pour les former. Somme toute, une école, ça a quelques missions, j'en vois 4. Il faut chercher, il faut écrire, il faut former, il faut accompagner. Alors, sur ces 4 domaines, en prenant notre sujet d'aujourd'hui et en prenant l'enracinement local, puisque nous sommes sur des territoires, on trouve, dans Excelia, des exemples qui sont des exemples très concrets. Dans une école, il faut chercher. Et donc, il y a un certain nombre de chercheurs, il y en a une petite centaine qui sont dans l'école, et ils cherchent sur beaucoup de domaines, mais sur les 2 dernières années, ils ont produit environ 500, un demi-millier de contributions intellectuelles de toute nature, hein, des articles, des bouquins, tout ce que l'on peut imaginer. Et sur ces 500, il y en a environ la moitié qui sont en connexion avec les 17 ODD de l'ONU. Donc ça signifie que sur le plan de la recherche, on a de manière très précise, nous sommes inscrits dans ces valeurs. Sur le plan d'écriture, les profs, ils écrivent des bouquins, et on vient de publier chez Duno, une belle maison d'édition, on vient de publier un ouvrage sur 10 cas de RSE. Et 10 cas de RSE, sur les 10, il y en a 8 qui sont des entreprises locales. Donc ça signifie que nous sommes absolument sur notre territoire. Et puis, je disais que le 3e point, c'était de former les talents. Eh bien, on a créé, je ne sais pas si vous l'avez déjà suivi, mais on a créé en collaboration avec La Rochelle Territoire Zéro Carbone, on a créé un cours qui s'appelle Responsabilité Vision 360. Et donc, voilà un sujet qui est absolument sur la formation. Ça, c'est plus neuf, c'est assez récent. Mais à côté de ça, on a bien sûr des diplômes qui sont complètement orientés pour cela. Et le 4e point, c'est d'accompagner. Accompagner qui ? Accompagner des entreprises locales. Donc, nous avons des coopérations très solides, durables, avec des entreprises locales. J'en peux citer 2. Il y a une entreprise de transport, une entreprise importante de transport routier, pour ne pas la citer. Et cette entreprise, elle a décidé de démarrer une démarche de responsabilité sociétale. Et nous l'accompagnons. Il y a quelques chercheurs qui sont avec cette société et qui sont presque au quotidien avec elle pour mettre en place cette démarche de responsabilité sociétale. J'en prends une autre, qui est une entreprise qui fabrique du logiciel. Et elle a fabriqué un logiciel, c'est une entreprise locale, c'est une entreprise rochelaise. Elle a fabriqué un logiciel qui est un logiciel de gestion de retrait des produits agroalimentaires défectueux. Alors, je ne sais pas s'il y a des poissons dans les produits défectueux, j'en sais trop rien. Je ne suis pas allé jusque-là dans ma recherche. En tout cas, c'est un vrai sujet d'économie circulaire, puisqu'il y a les produits qui partent, on s'aperçoit que quelque chose ne va pas, et il faut les retirer. Et bien, ce sont des chercheurs de chez nous qui les accompagnent pour mettre en place ceci, le diffuser et le vulgariser. Donc, vous voyez, sur nos 4 grandes missions, nous avons vraiment une solide partie de ce que nous faisons qui est orientée vers, appelons ça les questions d'économie positive, pour être en relation directe avec ce qui nous rassemble aujourd'hui, et avec les territoires. Naturellement, ce sont des enjeux planétaires, et ce sont des sujets qu'on ne peut pas ignorer, que l'on perçoit bien différemment, et ça vous l'ignorez pas, dans d'autres parties du monde, où les questions de précaution, de préservation, d'urgence sont parfois un peu moins ressenties que nous ne pouvons l'avoir dans les économies que nous connaissons, mais c'est quelque chose que l'on voit beaucoup au plan planétaire. Mais ce qui est intéressant, et c'est ce que l'on fait aujourd'hui, c'est que ça se traduit et ça vit de manière régulière à l'intérieur de notre territoire. Merci. Je me tourne vers Laura, qui avait une question. Ce sera peut-être aussi à Jean-Pierre Elfer d'y répondre. Je vous écoute. Merci. Bonjour à toutes et à tous. L'urgence climatique, donc on l'a dit, c'est un enjeu planétaire qui doit engager des réponses, et ce, à toutes les échelles. C'est notamment pour tenter d'y répondre que l'ONU, en 2015, a adopté les 17 objectifs de développement durable dont vous parliez tout à l'heure.
L'échelle locale, elle est justement propice pour pouvoir mener des politiques de proximité et directement, qui concernent directement les habitants pour pouvoir répondre à leurs besoins. Comment parvenez-vous justement à rendre concret ces notions abordées aux plus hautes échelles et les adopter à l'échelle locale? Alors, d'abord, dans notre... Nous avons, je disais tout à l'heure, imacité, climacité, donc ce sont des perspectives qui sont des perspectives tout à fait larges. Et nous avons choisi, il y a peu de temps, nous avons choisi de nous focaliser, de nous concentrer dans ce grand espace du climat, de la diversité, de la biodiversité. On se concentre sur l'eau, sur les questions de l'eau. Alors, nous ne sommes pas des ingénieurs, hein, c'est-à-dire que pour nous, le mouvement des vagues qui, je ne sais pas, fait quoi aux poissons, ou bien je ne sais qui d'autre, ce n'est pas tout à fait notre sujet. Mais l'eau, sur le plan managérial, il y a beaucoup de sujets. C'est la préservation, c'est la consommation, c'est les attitudes, c'est à quoi ça sert, c'est comment on peut préserver, comment on peut fixer des tarifs, donc, quelle est la réglementation en matière d'eau. Donc, nous nous concentrons là-dessus. Pourquoi l'eau? Parce que territoire. Parce qu'ici, nous sommes sur un littoral et que l'université que vous avez entendue ce matin, parce qu'on travaille en collaboration avec l'université, il y a le grand institut de recherche de l'université, je suppose que le président l'a évoqué ce matin, c'est un institut sur lequel il y a le mot littoral. Et donc, pour nous, le littoral, l'eau, c'est ce qui nous permet d'aller dans quelque chose de tout à fait concret. Mais on le fait avec les étudiants. Les étudiants, on les a mobilisés, par exemple, sur les questions de mobilité durable. Et ici, avec l'agglomération, avec La Rochelle Territoire Zéro Carbone, il s'agissait de repérer ce que pouvait être l'attitude des Rochelais et de l'agglomération sur la nécessité future, actuelle, peut-être déjà passée, de la mobilité durable. Et bien, c'est nous, avec les étudiants, nous avons fait le questionnaire. Et ce questionnaire, il a été fait. On a un autre groupe d'étudiants, je ne sais pas si vous en faisiez partie, un autre groupe d'étudiants qui a travaillé sur les questions de la charte éthique. Il y a une charte éthique dans la coopérative Carbone. Et dans cette coopérative, eh bien, ce sont les équipes de chercheurs de l'école qui contribuent, parce que ce sont des sujets qu'ils ont peut-être plus faciles à connaître et à maîtriser pour eux que ceux qui sont dans les entreprises ou dans les organisations. Donc, on collabore à cela. Donc, vous voyez que pour nous, sur les 17, hein, il y en a quelques-uns qu'on a parfois un petit peu de difficulté à toucher du doigt, à attraper, à maîtriser. Mais il y en a sur tout cela, il y en a quelques-uns sur lesquels on est très présent. On est très présent sur les équilibres de genre. Ça, c'est un sujet, on est regardé par l'international dans une école. Le DD5, le fameux. Mais absolument. Et dans les items que l'on doit mettre en avant, ce sont des équilibres de genre. On a beaucoup de chercheurs qui sont sur le sujet des équilibres de genre dans tous les systèmes de gouvernance, que ce soit des gouvernances d'entreprise, des gouvernances publiques ou des gouvernances d'associations. Il y a des sujets qu'on travaille beaucoup, c'est la question de pauvreté. Voilà. Donc vous voyez que sur les 17, il y en a 5 ou 6 sur lesquels nous sommes très actifs, et plus particulièrement sur le local. Et puis, on a quelques-uns pour lesquels on se cherche. Mais on va se chercher avec des collègues qui sont dans le monde entier pour continuer à faire avancer la connaissance sur le sujet. On va continuer sur cette question des ODD parce que je pense que vous aussi, Claire Nouvion, ça vous parle puisque votre sujet, je ne l'ai pas dit en introduction, mais vous allez peut-être partager, vous avez exploré les fonds et vous êtes vraiment rendu compte que dans les abysses, en fait, on était là aussi en train de siphonner des espèces, comme vous l'avez mentionné. On sait que l'eau, la mer, la protection de la biodiversité, tout ça, ça fait partie. Hein. Et je vous invite à aller les revoir, les 17 objectifs de développement durable. Ce sont les objectifs à atteindre d'ici 2030. Alors, ils portent chacun un titre, mais si vous allez regarder sur le site de l'ONU, vous pouvez dérouler et vous verrez à quel point sous chaque intitulé, en fait, il y a une multitude de questions, une dizaine environ. Et ce sujet, je pense, vous est cher. Est-ce que vous pouvez partager avec nous comment, d'abord, ce sujet est venu, parce que je crois que c'est assez intéressant d'avoir votre témoignage, et ensuite de sa visibilité en tant qu'ODD.
Oui, alors, je vais essayer de ne pas vous plomber, parce que moi, je ne suis pas porteuse de bonnes nouvelles. Alors, l'ODD 14, qui concerne l'océan, bon, il n'y a rien qu'on fait, voilà. Il ne se passe rien. Enfin, on accélère la dégradation. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle Enjeux planétaires, action locale. Donc, enjeux planétaires, vous l'avez dit. Je ne sais pas, moi, j'ai des enfants, donc je me dis, mais... En fait, le monde est en train de s'effondrer là. Enfin, c'est Don't Look Up. On vit dans Don't Look Up. Donc on est là, on va sur des plateaux télé, il y a des espèces de débiles qui rigolent et on a envie de dire, mais vous vous rendez compte qu'on est en train de détruire les conditions mêmes de survie de nos propres enfants. Si à la rigueur, on est dans une espèce de grande fête 68 ardes, on pourrait se dire, on s'en fiche. Mais non, il y a des enfants qui viennent. Donc là, en fait, on n'a pas d'autre choix que de se réveiller et d'agir très vite. Eh bien, que fait la France? Deuxième puissance maritime mondiale. Rien. Non, non, alors attention, pas rien, parce que quand on sait, on pourrait penser que, je sais pas, c'est pas une priorité de Macron et du gouvernement, et que du coup, en fait, ils sont juste pas conscientisés. Non, non, la France agit. Elle agit pour tout bloquer. Donc, j'ai tellement d'exemples, je sais pas, j'ai presque envie de vous jeter des papiers, vous choisissez. Les aires marines protégées. Donc, on a un président qui instrumentalise toujours les annonces environnementales en les associant aux échéances électorales. Il a créé un sommet de l'océan à Brest en février, peu de temps avant les élections présidentielles, enfin l'élection présidentielle. Et là, la France a clamé, il a dit haut et fort, la France, aujourd'hui par rapport à l'ODD 14, justement, la France protège bien plus que 30% de son territoire marin. Donc là, on était vraiment ravis de l'apprendre, parce qu'en fait, donc la protection de la France des eaux autour de notre métropole, où il n'y a donc pas d'activité industrielle, où il n'y a pas de pêche industrielle, où on ne peut pas passer avec un chalut qui racle les fonds, donc une vraie protection, ce que l'Union internationale pour la conservation de la nature appelle une aire marine protégée. Les aires marines protégées autour de la France, c'est 0,009%. Donc quand Macron nous dit 30%, donc là, en fait, toutes les ONG, on s'est regardé, on s'est dit, mais de quoi parle-t-il? On ne sait pas. Donc, ça, c'est ce que dit la France. La France, elle porte cette même parole au niveau international. Ensuite, le président nous dit on va protéger fortement 10% des eaux françaises. Donc 30%, c'est déjà un mensonge assumé. Mais on va aussi protéger fortement 10% des eaux. Alors on se dit, fortement, ça veut dire qu'en fait, ce qu'il appelle une protection forte, c'est ce qu'au niveau international, on appelle une no-take zone, un endroit où on n'a aucun prélèvement. Donc c'est peut-être ça que lui, il appelle une aire marine protégée. Peut-être qu'il faudra juste qu'on fasse une espèce de nettoyage sémantique, quoi. Et en fait, ce qu'il appelait une protection forte, dans son esprit, c'était rien, puisque simultanément où il s'exprimait publiquement, un décret était prêt du gouvernement pour redéfinir la protection forte, et en fait que toutes les activités industrielles soient finalement permises. C'est-à-dire qu'aucune n'est interdite. Donc techniquement, on peut donc les autoriser si besoin est. Donc c'est un énorme mensonge qui est totalement cynique. C'est même un calcul politique qui aboutit puisque le décret est prêt au moment où l'annonce est faite. Vous voyez le niveau de cynisme. Ensuite, aujourd'hui, au niveau de ce qui se passe localement, mais qui donne aussi une vision de ce qu'on défend comme modèle. Aujourd'hui, on est dans une situation où on a des pêcheurs néerlandais industriels qui inventent cette espèce de course permanente à la technologie et à l'efficacité à attraper du poisson, puisqu'en fait, tous les grands pêcheurs, évidemment, à force d'être très efficaces, ils ont vraiment vidé les mers. Et la seule façon d'attraper les poissons plus petits, ceux qui passent à travers les mailles du filet, qui se cachent sous le sédiment, c'est d'inventer des technologies qui permettent d'aller les déloger. Donc ils ont inventé la pêche électrique, les Néerlandais par exemple. Donc déjà, on raclait avec des chaluts de fond, mais en plus, ils ont électrifié les chaluts. Vous imaginez. Alors évidemment, c'est radical. C'est radical. Première année où ils ont déployé leur chalut électrique, les Néerlandais, les industriels, les bateaux de 30-40 mètres, ils ont fait plus 10 000% sur leur chiffre d'affaires. Mais ils adorent, forcément. C'est la pêche magique. Hein. On électrocute tout. Donc le vivant remonte. Tout ce qui est caché, même les sols, les poissons plats, etc., remonte. Et il suffit de les cueillir. Donc évidemment, ça marche formidablement les premières années. En très peu de temps, c'est la mer brûlée. Donc on se retrouve, il n'y a plus rien. Et donc ils se déplacent, ils vont vider la mer du Nord, ils vont arriver en Manche Est. Ils arrivent chez nos pêcheurs qui hurlent en disant « Mon Dieu, au secours, on a ces fous qui sont arrivés, ils sont en train de vider la mer. » Les pêcheurs alertent. Que font les autorités publiques? Rien.
Alors ça monte, donc ils se tournent vers qui? Nous, Bloom, donc on devient un peu représentant des pêcheurs. Donc ils nous alertent, ils nous disent c'est une catastrophe ce qui est en train de se passer. Et on voit leur chiffre d'affaires à eux qui est en train de chuter. Donc on se dit mais c'est pas possible. Donc on alerte les autorités publiques. Que fait la France? Elle défend les industriels néerlandais. Petit problème quand même. Donc on va au Parlement européen et on dit il faut interdire cette pêche électrique. Donc on se bat, on ne dort pas littéralement. En 2018, on finit cramé de fatigue. On gagne le vote et on gagne le trilogue. Vous savez, la négociation entre le Conseil, le Parlement et la Commission. On gagne le trilogue. Vous savez, les représentants des pêcheurs français, ceux qui étaient en train de crever sur les territoires, dans les médias, il s'affichait le Comité national des pêcheurs, donc ceux qui représentent la pêche aujourd'hui en France, il s'affichait dans les médias contre la pêche électrique, puisque évidemment c'était cet instrument néerlandais, industriel, horrible. Bien sûr, dans les médias, pas de problème. On est contre. La veille du vote au Parlement européen, le Comité national des pêches a demandé aux députés français de voter pour la pêche électrique. On a le courrier, hein. Vous imaginez que je ne dis pas ce genre de choses en inventant ce genre de propos, parce que sinon j'aurais des problèmes. Donc on se retrouve aujourd'hui avec Dunkerque, le port de Dunkerque, où il reste littéralement 5 bateaux. La criée a fermé. Qui sont les responsables? Les autorités publiques. On est aujourd'hui en 2022, on se retrouve devant quelle situation? Les Néerlandais ont inventé une autre méthode de pêche qui s'appelle la Seine-démersale, une autre forme de chalut. Cette fois-ci, c'est un déploiement hyper rapide des filets. Donc c'est un polygone qui couvre en une prise 3 km², c'est-à-dire que 5 chalutiers seineurs néerlandais, en une journée, ils ratissent l'équivalent de la surface de Paris. Les pêcheurs recommencent, ils nous disent au secours, ils ont inventé autre chose, ça s'appelle la Seine-démersale. C'est trop efficace, c'est en train de tout prendre. Donc ils alertent les autorités qui ne bougent pas. Ils viennent à Bloom, ok, comme d'habitude, on va au Parlement avec eux. On devient les représentants des pêcheurs côtiers, c'est pas notre fonction, a priori. On va au Parlement européen, on gagne le vote, le 12 juillet, là, on gagne le vote, interdiction de la Seine-démersale dans les eaux territoriales françaises pour sauver ce qu'il reste de notre pêche côtière. Le trilogue est le 29 septembre. Le trilogue, de nouveau, je vous dis, la négociation secrète à huis clos, sans aucun observateur, sans compte rendu, tout ça, ça se passe dans la plus grande opacité. Le 29 septembre, là, dans 10 jours, même pas, à Bruxelles, la France se retrouve donc au Conseil avec la Commission européenne et le Parlement européen. Que défend la France? Les pêcheurs néerlandais industriels. Donc les pêcheurs côtiers, en fait, on est en train de devenir dingue, vous voyez, parce que ça, je peux vous en dire 50 fois des exemples comme ça, c'est notre quotidien. Et donc on a envie de dire, mais c'est quand même une histoire de fou, ce qu'on est en train de vivre. Ils sont en train de dévaster les territoires, ils sont en train de dévaster les économies locales. Pourquoi être fidèle aux industriels néerlandais, de surcroît? Rien contre les Néerlandais dans l'absolu, sauf contre les lobbies de la pêche industrielle néerlandais. Là, on commence vraiment à avoir une dent contre eux. Mais en fait, pourquoi? Parce que le gouvernement français, quel qu'il soit d'ailleurs, mais celui-ci particulièrement, parce qu'il est insensible à la pression, même organisée, des pêcheurs côtiers. Et donc la France continue non seulement de défendre les industriels, mais aujourd'hui, vous verrez dans le Monde demain, une tribune va être publiée. On a littéralement une centaine de parlementaires. Ça tombe, toutes les signatures tombent. Donc on a des parlementaires de tous bords. Bon, j'avoue pas tout à fait suffisamment de La République En Marche. J'aimerais bien en avoir un petit peu plus. Mais il y en a quand même quelques-uns qui disent « Attention, alerte ! On va encore détruire nos territoires. » Parce que les pêcheurs néerlandais sont passés de mer du Nord, ils ont tout vidé. Ils passent en Manche Est, ils ont déjà vidé. Ils passent en Manche Ouest. Donc là, les Normands, avec nous, sondent les pêcheurs français. 98% des pêcheurs sont contre la Seine-démersale, demandent l'interdiction. La France appelle, vous savez ce qu'il appelait? Hier, le ministre Berville appelle les députés pour qu'ils ne signent pas la tribune qu'on a orchestrée. C'est ça, la réalité de nous, ce qu'on vit. Alors, enjeu planétaire, action locale, je vais vous dire qu'il y a un petit problème dans la courroie de transmission. Ça s'appelle la politique. Bravo pour votre combat. Charlotte, vous aviez également une question. Oui, alors par rapport à l'énergie, c'est un sujet qui est vraiment d'actualité et qui peut faire peur pour certains. Et je me posais la question, quelle solution peut-on avoir si on a moins d'énergie disponible, par exemple, pour cet hiver avec l'électricité? Voilà, en effet, sujet hautement d'actualité, on en parle tous les jours.
Vous devez évidemment travailler sur ces questions chez LG. Est-ce que vous pouvez lui répondre? Alors effectivement, on travaille beaucoup sur ces questions puisque l'une des racines d'Engie, c'est le groupe Gaz de France. Donc il y a au sein d'Engie l'ensemble des stockages stratégiques de gaz, mais également les infrastructures de gaz, les autoroutes du gaz, GRTgaz, GRDF. Et on regarde le sujet de manière globale. Les faits aujourd'hui, c'est que les stockages en France sont pleins. Ils sont pleins parce que nous avons décidé de les remplir à un temps où habituellement on ne les remplit pas. C'est dès que ça a été possible et dès qu'on a compris qu'il y avait avoir un gros problème. Aujourd'hui, plus une molécule de gaz ne vient de Gazprom. Hein. Vous avez peut-être vu il y a quelques temps Gazprom qui avait fermé le robinet. Bon, c'était symbolique comme fermeture puisque c'était ce qu'il versait le mois précédent, c'était 1,5% du mois de l'année antérieure, donc il y avait déjà quasiment plus rien. Le gaz, il a été sourcé en Norvège, en Algérie, au Qatar, une partie également en Nord-Amérique. Donc les stockages de gaz sont pleins. Comme vous, je regarde l'état des centrales nucléaires en France. C'est un enjeu extrêmement important puisqu'il y a un nombre significatif de réacteurs qui sont à l'arrêt. Et on pense que si nous n'avons pas à faire face à un hiver très froid, si le parc nucléaire français est à la hauteur, nous traverserons l'hiver 2022-2023. C'est un premier point. Qu'en est-il pour l'hiver 2023-2024 ? On y travaille déjà, et ça c'est un point de vigilance extrêmement important. On est conscient également que les niveaux de prix sont élevés pour les collectivités et les industriels. Rappelez qu'il y a un bouclier tarifaire qui est mis en place pour les particuliers, pour faire en sorte qu'ils ne subissent pas de plein fouet l'augmentation du prix. Espérons que les discours, peut-être tardifs, mais l'ensemble des voies relatives à la sobriété permettront aux Françaises et aux Français de limiter leur consommation. Car aujourd'hui, à l'inverse des autres pays européens, les Françaises et les Français n'ont pas un signal prix de cherté vis-à-vis de l'énergie. Et donc, espérons que leur conscience environnementale, leur conscience géopolitique les incitera à être sobres, alors même qu'ils n'ont pas la douleur du prix. Peut-être rappeler qu'en Angleterre, en Allemagne, aux Pays-Bas, dès juillet, les prix ont monté de manière extrêmement significative, peut-être même trop significative, ou alors de manière si large. Comment faire face ? Eh bien, il faut travailler sur la souveraineté énergétique de la France. Il faut faire de la sobriété. Il faut accélérer la mise en place des infrastructures d'énergie renouvelables, réfléchir, faire en sorte qu'elles soient acceptables par les territoires. Et donc là, on est complètement dans l'action locale. Comment faire pour que cette infrastructure puisse être construite vite ? Comment on fait pour partager la valeur ? Comment des entreprises acceptent de partager une valeur financière ? Donc il y a peut-être des nouvelles formes de gouvernance à inventer, peut-être des sociétés publiques, privées à partager. Voilà. Et puis on a parlé de l'eau, on a parlé des océans, mais on peut aussi parler du stress hydrique de l'eau douce. Peut-être se dire que le débit des rivières diminue drastiquement. Au mois de juillet, par exemple, le débit du Rhône était 50% inférieur
à ce qu'il était l'année précédente. C'est des signaux extrêmement forts. Et se dire également que tout est extrêmement lié. C'est une problématique systémique, puisque l'ensemble des fleuves, un grand nombre de fleuves de France, de grands fleuves de France, sert à refroidir, par exemple, les centrales nucléaires qui, pour passer cet été, ont eu des systèmes dérogatoires pour pouvoir se refroidir et, in fine, ont recraché dans le milieu naturel une eau à une température relativement élevée. Moi, il me semble qu'il faut accepter le poids de l'histoire. Donc, il nous faut une énergie nucléaire présente, mais qui doit être accompagnée par un mix énergétique fait d'énergie renouvelable et de gaz vert. Le biométhane, on n'en parle pas assez. La méthanisation, on n'en parle pas assez. Et puis tracer les sources, les vecteurs énergétiques propres. Et là, en particulier, je pense à l'hydrogène. Donc, la technologie, pour le coup, peut peut-être nous aider pour trouver les sources d'avenir. Mais c'est vrai que si on ne veut pas finir comme dans Don't Look Up, il faut vraiment agir maintenant. Merci beaucoup. Je me tourne vers vous, Gabriel. Vous aviez également une question. Oui, en effet. Alors, nous parlons d'action locale, mais comment nous, étudiants, pouvons-nous nous sentir concernés par ces enjeux planétaires et qu'est-ce qu'on peut faire en fait à notre échelle et avec nos moyens? Peut-être Jean-Pierre Elfer, professeur émérite, qui peut répondre à nos étudiants. Chers étudiants, vous êtes les principaux drivers de ce que l'on peut faire dans l'enseignement supérieur. C'est vous qui apportez à chaque génération nouvelle, quand vous rejoignez notre école, c'est vous qui apportez ces éléments d'accélérateur. C'est vous qui, s'il y a un monde qui se construit demain, et vous parliez de vos enfants, je parlais plutôt de mes petits-enfants, mais vous, dans votre jeunesse, vos enfants, vous imaginez le monde dans lequel ils vont entrer. Et vous le savez, vous êtes les accélérateurs du changement. Vous êtes les multiplicateurs de ces nouvelles valeurs. C'est à vous de prendre la main. C'est à vous de nous inciter. Et vous le faites. Tout ce qui se passe aujourd'hui dans les écoles, dans la nôtre, celle de La Rochelle, dans cette école, les transformations, le poids qui est mis sur, je citais tout à l'heure, humacité, climacité, le fait d'avoir dans tous les programmes plus que des sensibilisations, mais de vous montrer le sens dans lequel il faut aller. Le fait de vous inciter à avoir de l'action. Vous avez des associations d'étudiants. Et ces associations d'étudiants, elles vous mobilisent pour traduire ce que l'on comprend au plan planétaire et de le faire dans vos activités au quotidien. Nous comptons sur vous. Donc, dans cette capacité à être les accélérateurs du changement, de la transformation écologique. J'entendais hier une entreprise qui nous disait qu'ils avaient choisi de passer du mot de transition écologique à transformation écologique. Vous êtes des accélérateurs de la transformation. Donc, nous comptons sur vous et nous serons toujours à votre écoute. Je pense que c'est tellement sensible dans l'ensemble de l'enseignement supérieur que ce qui se passe ici, qui nous anime, qui nous conduit et que nous apprécions particulièrement parce que c'est notre école, je suis absolument certain qu'on ira de l'avant. Mais n'oubliez pas que les mots pour accélérer cette transition, le premier mot, c'est collaboratif. Alors, on pourrait dire holiste, ou transversal, parce que ce sont des mots chics, ce sont des mots de chercheurs. Mais ça veut dire que tout le monde doit s'y mettre. Et surtout, j'entendais quelques critiques, pour dire simplement, de la politique. Nous pensons que rien ne doit être ignoré. L'international, il y a une session de l'ONU aujourd'hui, c'est un peu ce que je sais, avec un certain nombre de discours qui vont s'exercer pendant toute la semaine. Le national, on l'a parlé tout à l'heure, et peut-être qu'il y a des perspectives de changement et que, somme toute, à un moment donné, il sera possible de dessiller ceux qui aujourd'hui ont un horizon un peu obscurci.
Et le local, donc tous les niveaux sont sans doute à mettre en mouvement de manière régulière. Et puis, nous, de notre côté, je disais tout à l'heure qu'une école, ce sont des chercheurs et des étudiants. Les chercheurs, ils sont avec vous pour avoir toutes sortes d'actions dans cette agglomération. Et vous, étudiants, à chaque fois, vous nous apportez quelque chose de neuf, quelque chose de nouveau. Et de ce point de vue, nous vous remercions et nous serons toujours à votre écoute. Claire Nouvian, quand vous entendez des jeunes qui vous posent la question concrètement, comment on peut se mobiliser? Vous représentez une association, alors vous avez... Il nous faut 1 heure pour répondre à cette question-là. Déjà, financer les ONG. Celles qui vous branchent, n'importe lesquelles, Human Rights Watch, Food Watch, Amnesty International, Bloom évidemment, parce qu'on a tous besoin d'argent. Et en fait, on devient vraiment des contre-pouvoirs. C'est normal d'avoir des contre-pouvoirs, on est en démocratie. Mais on devient vraiment des vigies de la démocratie. Moi, je pense qu'il faut non pas financer les ONG qui font le maximum de com sur leur marque. Moi, je me méfie de celles qui font du marketing sur elles-mêmes, mais plutôt celles qui livrent les résultats, en fait, et qui vont au charbon, au contentieux. Anticorps pour lutter contre la corruption, justement Food Watch pour changer l'approvisionnement des agro-industriels dans la grande distribution. Amnesty qui fait un travail incroyable pour les droits humains, Human Rights Watch, enfin bref, il y en a tellement. Moi, j'en finance pas mal. Je les trouve géniales. Voilà, merci aux ONG. Je dis pas ça, merci à moi-même. Mais donc vraiment financer parce qu'on a vraiment besoin d'argent. C'est quand même un énorme problème. Et si on avait plus d'argent, on pourrait quand même embaucher plus de chercheurs pour faire de la recherche et évidemment un peu de surveillance. Et on fait aussi un peu office de lutte anti-fraude, nous, puisqu'on arrive à mettre pas mal de gens en difficulté avec nos révélations. Pas plus tard qu'il y a quelques temps, on a mis les Néerlandais, nos meilleurs amis, les lobbies industriels, au parquet européen, nouvellement un nouvel outil juridique et judiciaire européen. Soutenir, signer des pétitions. C'est les pétitions, j'ai déjà signé 250 000. Eh ben ouais, tant pis, on en met une de plus, parce qu'on a aussi, c'est un outil pour faire entendre notre voix. Donc nous, typiquement, on a une pétition cette semaine pour lutter contre la seine démersale, cette méthode de pêche qui pourrait, on a gagné ce vote au Parlement, qui pourrait être interdite en trilogue fin septembre. Signer des pétitions. Et ça, c'est très centré sur les ONG. Mais en vérité, de façon générale, je pense qu'il faut lire, arrêtez de consommer autant d'écrans, lisez, parce que c'est pas bon pour la planète, tous ces écrans, ces objets connectés, lire et apprendre à réfléchir et à penser. Donc lire par exemple, j'ai lu moi cet été à ma fille de 11 ans, il n'est pas trop tôt, la lettre que Keynes, l'économiste, a écrite à ses petits-enfants, où il remet bien en place ce que c'est que le capitalisme. C'est créer des besoins qu'on n'a pas, c'est créer l'illusion de besoins qu'on n'a pas. Et donc ça, c'est un guide qui permet d'abord de lire du bon sens, parce qu'il était tellement visionnaire, il a écrit ça dans les années 30, tout est écrit sur le drame qu'on va vivre quand on va rentrer dans cette société d'abondance, alors que nos cerveaux ne sont pas faits pour vivre dans l'abondance. Donc on a des cerveaux archaïques qui se retrouvent avec cette abondance. Qu'est-ce qu'on va en faire? Voilà ce qu'on en a fait. Une destruction généralisée. Et donc apprendre à réfléchir, est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? Et en fait se dire, peut-être j'en ai pas vraiment besoin, mais alors dans ce cas, est-ce que j'en ai vraiment envie? Pour vraiment avoir des curseurs de nos choix éthiques quotidiens. Et puis vraiment, moi je pense qu'il faut décélérer d'un point de vue technologique et de tous ces objets connectés. Je pense qu'on était dans l'illusion que voilà, on allait pouvoir avoir des volets qui s'obscurcissent au lieu d'ouvrir notre fenêtre et de fermer nos volets, bon, n'importe quoi. Donc on va revenir sur Terre, on revient à des choses qui sont plus mécaniques, apprendre à faire des choses. Lire et relire des auteurs, et notamment l'auteur de, vous savez, le rapport Meadows, Dennis Meadows, qui a fait le rapport Meadows, donc il y a exactement 50 ans, puisque c'était en 1972. Ils étaient 4 étudiants de MIT. Et on leur a dit, projetez dans le temps les courbes de les chiffres qu'on a actuellement de notre consommation et de l'empreinte des humains sur la planète. Projetons-les pour voir ce que ça va donner. Il a fait le rapport Meadows, ils étaient 4. Et là, ils ont fait leurs calculs, les étudiants du MIT, ils se sont rendus compte qu'on allait au clash, à l'effondrement. Donc ils se sont dit, non, c'est pas possible, on a dû se tromper dans nos calculs. Ils ont refait tourner leurs calculs. Et non, ça donnait ce qu'on a aujourd'hui. Donc leur livre a cartonné. Vous vous souvenez du rapport Meadows, les limites à la croissance.
1 million d'exemplaires, je pense, déjà dans les années 70. Donc ils se sont dit, youhou, on a gagné, les gens vont être en conscience, les politiques vont prendre conscience, le monde va devenir merveilleux, l'humanité va faire ce qu'elle doit faire, on est tellement intelligents. Et bien, 50 ans plus tard, ils ont tous fait une dépression. C'est ça que nous raconte aujourd'hui Dennis Meadows. Il y a une autrice qui est morte d'un cancer, c'est aussi assez représentatif de ce qu'on a fait, de notre santé, et les autres ont fait une dépression. Ils ont dit c'était horrible ce qu'on a vécu. On avait tout écrit, tout était là, on avait tout, et rien n'a bougé. Et donc Dennis Meadows, il dit, eh bien, apprenez à vous débrouiller. Maintenant, revenez en effet au local. Apprenez à produire, apprenez à tisser, apprenez à utiliser des graines, à planter, à réussir vos cultures. Apprenez à vous débrouiller. Je ne suis pas survivaliste, hein, mais je commence à le devenir. Merci. Merci beaucoup pour ces messages très concrets à l'attention de la jeunesse. Petite question, Thierry Revel, pour accélérer. Vous avez entendu ce message d'alerte, d'urgence qui est posé ici et qu'on pose depuis plusieurs années au Forum des territoires positifs. Quel est votre message en quelques mots En quelques mots, moi, retour d'expérience de ce que nous avons fait, un People Lab. Il y a Gilles Boeuf qui avait travaillé avec nous là-dessus, qui l'avait introduit sur la qualité de l'air. C'était un succès. C'était, on prend une cause hyper complexe, la qualité de l'air. Comment on fait sur un territoire donné pour améliorer la qualité de l'air? Sans les étudiants, ça aurait été un échec. Je vais vous expliquer pourquoi. 1, le nombre est une clé de succès. Mobiliser. En fait, on s'est rendu compte que toutes les solutions étaient là. Ce n'étaient pas des problématiques techno, c'était des problématiques comportementales. Et donc, la capacité à mobiliser, à travailler. On a travaillé avec des écoles, avec le M Lyon, avec GEM. Bref, les étudiants, hyper importants par leur masse, par leur nombre, par leur engagement. 2, capables de remettre la science là où elle est centrale, essentielle, absolue. Oui, il faut lire. Tellement d'idées, de fausses idées auxquelles il fallait tordre le cou. Donc l'engagement, le nombre, la science, voilà comment devenir acteur. Il faut y croire, il faut véritablement s'engager. Moi, je vous invite à le faire. Et il faut regarder les choses de manière positive. C'est votre cause et je vous le souhaite de trouver des causes les plus intéressantes, celles qui vous font le plus vibrer. Et enfin, Jean-Pierre Elfer, le mot de la fin, un message d'espoir peut-être. Un message d'espoir mais raisonné. Dans 48 heures, demain c'est hier. Donc l'urgence, ça signifie qu'il faut s'y atteler aujourd'hui. Mais nous sommes invités aujourd'hui par l'Institut de l'économie positive. Et donc, je pense que c'est le 3e terme qui est le plus important. Et je suis absolument convaincu que les échanges, peut-être un peu différenciés aujourd'hui entre les uns et les autres, entre les secteurs que nous représentons, entre la jeunesse qui est avec nous aujourd'hui, ça nous permettra de réfléchir davantage et d'aller encore plus de l'avant. C'est ce que je souhaite, et j'en suis convaincu.